On ne le regardait presque jamais. Sur la place de Bermerin, le monument était sans vie. Ce matin-là, le soleil l'éclairait à peine, lorsqu'ils sont un à un apparus, se détachant lentement de la masse de pierre. Ni gens, ni fantômes, juste des apparences en manteau bleu et pantalon rouge. À l'heure où tout le monde se réveillait, 27 soldats quittaient leur monument pour un effrayant carnaval militaire. De l'un était partie la moitié du visage, à l'autre manquait une main ou un œil, sans parler de la boue séchée autour des molletières. Il y avait là les 27 soldats de Bermerin regroupés en rang brouillon. Ils s'étaient mis en marche sur ordre de l'adjudant Alcide Blas. Mission de grande vérification. Sergent Bazio, faites l'appel. J'ai pu bien lire mon adjudant, faut pas m'en vouloir, j'ai plus toute ma tête. L'adjudant Blas aurait bien souri à l'humour du soldat Bazio, mais la balle qui lui avait traversé le ventre le faisait grimacer. Clovis Bazio s'exécuta et commença l'appel à voix basse pour ne pas réveiller l'allée des fusains. Florie Duet, présent. Félix Cousin, présent. Constantin Haute, présent. Jules Ménard, présent. Paul Lancel, présent. Gustave Gustin, présent. Émile Duet, présent. Victor Laurent, présent. Nestor Denoyel, présent. Ernest Bloch, présent. Édouard Audin, présent. Adolphe Ruffin, présent. Charles Legrand, présent. Docteur Eugène Tremblin, présent. Basile Carlier, présent. Émile Payen, présent. Félix Marouzet, François Carlier, Clovis Descodins. Les 27 soldats étaient présents. Voilà 100 ans qu'ils étaient tous morts. Un siècle s'était écoulé et aujourd'hui, ils voulaient enfin savoir. Vérifier qu'ils avaient fait la guerre pour que cela en vaille la peine. Qu'on n'est pas mort pour rien, quoi. Ils se dirigèrent vers la rue de Tordoire pour tenter de reconnaître les lieux. Ils passèrent par la rue de Bois-Froissart où ils virent une étrange machine qui vendait des pommes de terre. Jamais vu ça. Charles Legrand intervint. On va passer près de ma maison. Regardez, c'est lent. Enfin, j'ai du mal à y croire. Qu'est-ce que c'est cette étable avec une grande porte blanche? Et ces deux grands poteaux qui tiennent des fils, à quoi ça sert? Regardez, là, c'est à quoi cette boîte avec une lucarne? Faites attention, peut-être que c'est un truc que les Boches ont mis au point pour nous surveiller. Ça peut exploser à la figure. La figure, ce qui nous en reste. Et là, à droite, on dirait des boîtes aux lettres groupées. Même la distribution du courrier a changé, on dirait. Le cortège arriva près des Laris. Et là, on a des pancartes rondes et rouges qui défigurent le paysage. Les Laris, j'ai passé mes journées en étant gamin. J'ai posé des pièges pour attraper des lapins. On n'y reconnaît plus grand-chose. Par contre, les maisons ont poussé comme des champignons. Et là, regardez, c'est le four à chaud. Il n'en reste plus grand-chose. L'adjudant Blas intervint. À droite, toutes. Nous allons prendre la rue du Moulin pour aller nous rafraîchir à la cascade. Les soldats obéirent à l'adjudant et traversèrent en rang la rue du Moulin. Sur leur droite, on apercevait le sentier du Moulin. Eh bien, on dirait qu'il n'y a plus grand monde qui passe par là. Pourtant, avant, les femmes y passaient par là pour aller au lavoir et se raconter les derniers potins du village. Regardez, le voilà le lavoir, il n'a pas changé. Vu toutes ces feuilles dans l'eau, il n'y a plus grand monde qui vient y faire ses lessives. À croire qu'il y a un lavoir dans la cour de chaque maison maintenant. Sur leur gauche, on voyait derrière les arbres la cascade du moulin. Mon adjudant, et le moulin, où il est? Les soldats constataient que le moulin du village était désormais tombé en ruine et qu'il n'en restait plus que la roue comme vestige du temps passé. Ça a bien changé depuis notre temps. Mais comment font les gens sans moulin dans le village maintenant? On ne cultive plus le blé par ici. Allez, messieurs, arrêtons de nous lamenter et poursuivons notre périple dans les rues de Bermerin. Augustin Carlier proposa. Peut-être pouvons-nous poursuivre vers l'allée des Marronniers. C'est pas loin de chez moi, mon adjudant.
Le convoi arriva dans la rue du Tordoir. On apercevait l'ancienne maison d'Augustin Carlier. C'est là, enfin c'était là, chez moi. À l'époque, il n'y avait pas d'étage. Ça a bien changé. Par contre, le talus est toujours là. Soldats, à gauche, par la rue des Sources. Attention, une automobile qui fonce comme une balle. Vite à couvert, dans les buissons. Le groupe s'en sortit sain et sauf et continua sa route dans la rue des Sources, où les fils électriques étaient là aussi bien apparents. Devant chaque maison ou presque, une automobile était stationnée. Tiens, notre clocher, il a tenu le choc, on dirait. Heureusement, il est toujours là et n'a pas trop changé, lui au moins. On arrivait au bout de la rue des Sources, dans une maison ayant pignon sur rue. Une étrange lumière intrigua les soldats. Sur le toit, on voyait une fourche au râteau qui était amarrée à la cheminée. Un feu bleu éclairait la fenêtre. Les soldats prirent position en embuscade derrière les buissons. Le caporal Félix Cousin déplia son périscope et l'ajusta en direction de l'étrange lumière. C'est une sorte d'orage domestique qui jaillit d'un écran noir. J'avais toujours su que la société ferait de gros progrès après la révolution industrielle. Regardez, c'est un cinématographe qui garde les images collées sur sa vitre et coloriées comme de belles cartes postales. Et en plus, elle parle ses visions. Serrés les uns contre les autres, les soldats avaient le nez collé au carreau. Les images se succédaient. On voyait une ville d'aujourd'hui rasée, des corps sans vie. Clovis Décodeur voulait comprendre. Passe-moi ton esgourdomètre, on devrait comprendre ce qu'il se dit là-dedans. L'appareil collé à la vitre, il entendit que la guerre n'était pas morte. Raconte, Décodin. Une voix dit qu'il y a des morts en Syrie. Il parle aussi de guerre, de terrorisme qui dure depuis des années. Pas possible qu'on ait fait la der des der et qu'on n'ait pas avancé depuis. Les conclusions étaient douloureuses pour nos 27 soldats qui venaient de comprendre que leur terrible guerre n'avait pas suffi à décourager toutes les autres. Attention, ne bougez plus. À côté de l'écran noir, je vois un civil sur un fauteuil. Il a une grenade plate à la main. Attention, il appuie dessus. Les hommes se couchèrent au sol et finalement, aucune explosion. Ah bah ça alors, en appuyant dessus, le grand-père a remplacé la carte postale par une autre qui bouge. Regardez, on voit la carte de la patrie avec des nuages qui se baladent. Ils vont vers l'Allemagne. C'est sûrement les gaz avec les résultats. Ces Allemands tués sur la Champagne. 8 Boches à Paris. 13 Fritz à Marseille avec un grand soleil de victoire. Et voilà le gamin qui s'en mêle maintenant. Il appuie sur le boîtier. Des images de plusieurs guerres apparaissaient sur l'écran. Décodin reprit l'esgourdomètre pour écouter ce qui se passait dans la maison. Change de chaîne, voyons. Il y a bien mieux à voir. Ou alors éteins là. Le feu bleu ferma doucement ses yeux. L'obscurité se fit dans la pièce et le garçon se retourna. C'est alors qu'il aperçut les soldats de l'autre côté de la fenêtre. Papy, une armée de morts. Tu vois, Nigo, ta télé, ta console, ta tablette, ça te monte à la tête. Au lieu de dire n'importe quoi, relis tes leçons avant d'aller à l'école. De l'autre côté de la vitre, on ne voyait personne. Les soldats fuyaient dans une course désarticulée. Les ordres étaient clairs. Il ne fallait pas être vu, surtout par un enfant. L'adjudant Blas donna les ordres. On prend la rue du Miroir. Malgré quelques changements, ils reconnaissaient cette rue, véritable patinoire pour eux quand ils étaient enfants et qu'apparaissaient les premiers verglas. On dirait qu'il n'y a plus rien dans l'ancienne boulangerie. Forcément, plus de moulins, donc plus de boulangers. C'est logique. Tu ne pensais quand même pas lui commander un pain de 500 ? Dépêche-toi, Carlier, on n'est pas là pour ça. En haut de la rue du Miroir, ils arrivaient au carrefour, avec la rue du Quesnoy rebaptisée désormais rue du Général de Gaulle, en hommage à un résistant et président de la République qu'ils n'avaient pas pu connaître.
En apercevant la circulation des voitures en ce début de journée, l'adjudant Blas décida de passer vers l'école. Regardez, c'est la mairie ici maintenant. Et on aperçoit l'école communale. Tout en avançant, Édouard Audin et Émile Payen jetèrent un œil derrière eux, entendant la circulation bruyante et rapide des automobiles. Et dire qu'avant, on n'y entendait que les sabots des chevaux sur nos rues pavées, pas ces bolides. L'école communale, elle n'a pas trop changé. Avancez discrètement. Effectivement, une palissade clôturait l'édifice sur lequel on pouvait lire École Marcel Pagnol. Mon adjudant, il y a des gamins dans la cour, on va se faire prendre. Repli immédiat. Par la rue du Quesnoy, on reprend la mairie et l'école enfantine. Mais il y a plein de voitures, on va nous voir. Tant pis, foncez. Sinon, on va nous embarquer. En poursuivant leur course, les soldats constatèrent un changement dans l'architecture du bâtiment. La porte d'antan avait été murée à l'ancienne mairie. Et devant la façade gisait un monument aux morts et son poilu peint à leur fin. Bermerin et nos enfants morts pour la France 1914-1918. En contournant la stèle pour retourner d'où ils venaient, les 27 soldats lurent leur nom et leur prénom gravés à jamais dans la pierre, sous lesquels était inscrite la date de leur mort. Pendant que ses camarades s'enfonçaient sous le monument, Charles Legrand s'était attardé à lire et relire les inscriptions de la stèle et n'avait pas vu l'enfant de la rue des Sources qui les avait suivis, une lampe de poche à la main. « Dépêche-toi, Legrand, replie sur le monument aux morts, faut disparaître. » Mais il faut peut-être qu'il la comprenne, notre horreur, le gamin, pour pas qu'elle dure encore, pour avancer quoi. Tu perds la tête, Legrand, tu veux y rester? L'enfant découvrit de plus près un poilu de la Grande Guerre, comme ceux pris en photo dans son livre d'histoire, mais en chair et en os. Tous les soldats avaient disparu. Charles Legrand avança vers l'entrée du trou, puis se ressaisit et regarda l'enfant intrigué. « Approche, petit. Faut que je t'explique, que je te raconte et que tu comprennes, pour pas que ça recommence. » Sans un mot, l'enfant se cacha derrière le monument près de Charles Legrand. Il éteignit sa lampe et s'asseya sur le bord de la tranchée pour écouter le récit authentique d'un soldat de Bermerin qui avait vécu la Grande Guerre 100 ans auparavant.